Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la formation en situation de travail. Avant de commencer, merci de bien vouloir garder, comme d'habitude, vos micros, vos caméras fermées et d'utiliser le chat pour poser vos questions. Nadine, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nadine, je te laisse te présenter. Eh bien, merci. Bonjour à vous tous et merci à toi, Marie-Frédérique, responsable du pôle e-learning au GRIEPS, d'être aux manettes et de permettre de rendre possible cette rencontre. Merci à vous tous de partager avec nous vos expériences de la formation en situation de travail. Donc, je m'appelle Nadine Hainaut, je suis infirmière clinicienne de formation initiale, puis je suis devenue formatrice et responsable de domaine au GRIEPS. Je suis également docteur en sciences de l'éducation. Ce qui m'amène aujourd'hui à parler de formation en situation de travail, c'est un intérêt certain pour le lien entre formation professionnelle et développement de compétences au travail, et aussi par le travail. Et c'est avant tout un questionnement au regard de l'impact de la formation sur les objectifs professionnels. Et je pense que quelque part, il en est de même pour vous. Alors, l'idée de la formation sur le terrain ou sur le tas n'est pas nouvelle. Et on sait très bien que de nombreux apprentissages informels existent. En même temps, la question du temps dédié à la formation se pose depuis longtemps avec des solutions comme la FOAD qui ont été préconisées et qui sont utilisées. Alors aujourd'hui, articuler formation et travail est une préoccupation de tous les acteurs de la formation. Et donc, Nadine, on t'écoute avec attention. Oui, merci. Eh bien, c'est parti pour un voyage ascensionnel vers la montée en compétences. Un petit clin d'œil à la montgolfière qui vous invitait à suivre ce webinaire. Donc, nous déroulerons ce partage autour des 3 points annoncés, à savoir la FEST, de quoi parle-t-on? Comment mettons en place une action de formation en situation de travail? Et puis, nous écouterons le témoignage de M. Viau et de Mme Ratajac du CHRU de Nancy et le retour d'expérience suite à une formation qui s'est déroulée dans les unités de soins à l'hôpital. Nous avons démarré cette formation il y a déjà 5 ans. Alors, cette idée de la FEST, d'où ça vient, d'où ça part? Eh bien, ça part d'un constat partagé, à savoir, on sait d'un côté que la compétence professionnelle se développe ou se construit dans la confrontation à l'expérience du travail, et d'autre part, on observe une certaine difficulté des dispositifs de la formation professionnelle à soutenir la transformation des pratiques. Cela renvoie à un modèle séparatiste qui a été largement étudié par les spécialistes de la formation et du travail et de nombreux chercheurs, donc modèle séparatiste entre travail et formation. Notons au passage que la formation pendant le travail entre pairs, hors cadre formel d'apprentissage, existe depuis toujours et va continuer d'exister, même si on introduit de la formation en situation de travail dans les programmes de formation. Cependant, nous pouvons consentir ensemble que ces pratiques non formelles ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on le souhaiterait. Il y aurait donc, en la matière, quelque chose à penser, un nouveau type de formation qui soit efficace, praticable dans le milieu de travail, dans l'entreprise, dans la santé, dans le médico-social, et surtout reconnu comme une action de formation au même type que du présentiel ou de la FOAD. C'est à partir de ces questionnements, entre autres, qu'une expérimentation sur les actions de formation en situation de travail a été initiée par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Lancée officiellement en 2015, cette expérimentation s'est achevée en juin 2018.
Ont participé à cette expérimentation environ 10 OPCO et presque une cinquantaine d'entreprises. La visée de cette expérimentation était d'étudier la faisabilité de cette modalité de formation et aussi de construire des outils pour l'étayer. Les conclusions que l'on retrouve dans le rapport de juillet 2018 se sont avérées prometteuses. On note des effets directs en termes d'acquisition, de développement et de prise de conscience des compétences acquises par les apprenants. On note aussi des effets indirects tels que la reconnaissance, la confiance, l'estime de soi, le sentiment d'efficacité pour tous les différents acteurs de la démarche, qu'il s'agisse des apprenants, des managers, des formateurs, des collègues ou pairs, voire même des clients et des usagers. On peut noter et rappeler que dans le rapport de juillet 2018, il est signifié une amélioration significative des relations professionnelles entre apprenants et managers, ce qui n'est quand même pas rien. Loin d'être négligeable, cette contribution à accompagner les changements culturels et organisationnels que vivent les entreprises, le monde de la santé, d'une façon générale, le monde du travail. Et donc, ça, c'est un point quand même qui n'était pas gagné d'avance. Et donc, on peut dire que la FEST fait bouger l'organisation du travail et les attendus du management. Alors, dit-on FEST ou dit-on AFEST? Il y a une légère différence entre ces deux acronymes. FEST fait référence à formation en situation de travail, c'est-à-dire que c'est une modalité de formation au même titre que le présentiel ou la FOAD. La FEST désigne l'action de formation réalisée en situation de travail, définie par la loi du 5 septembre 2018, dite aussi loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, à laquelle a été introduit dans le code du travail une nouvelle définition de l'action de formation, puisque un article stipule que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Cette action de formation peut être réalisée en tout ou partie en distanciel. Elle peut aussi être réalisée en situation de travail. Alors, quand on parle d'AFEST, de quoi parle-t-on en réalité? Eh bien, un cadre réglementaire nous le précise avec le décret du 28 décembre 2018, puisqu'il est dit que la mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail doit comprendre 4 points. Premier point, l'analyse de l'activité de travail, pour le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques. On sait depuis longtemps que la mise en situation dans un environnement de travail, c'est un facteur reconnu de développement de compétences. Deuxième point, il s'agit de désigner au préalable un formateur pouvant exercer une fonction tutorale. On parle souvent d'un accompagnateur tuteur auprès des apprenants qui, bien souvent, sont des professionnels, des salariés déjà en poste. Troisième point, il s'agit de mettre en œuvre des phases réflexives distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail.
qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages. Quatrième point, eh bien, des évaluations spécifiques des acquis de la formation jalonnent ou concluent l'action de formation. Et donc, on voit bien à travers ces 4 points que nous sommes dans une action de formation. Alors maintenant, précisons quel est le cœur de l'action de formation en situation de travail. Eh bien, on pourrait dire que cette action de formation en situation de travail peut être décrite comme une alternance réitérée autant de fois que nécessaire entre 2 types de séquences. Tout d'abord, des mises en situation de travail qui sont intentionnelles, préparées et organisées avec une visée d'apprentissage. Et en alternance, des séquences réflexives qui permettent une mise en interaction de l'activité réalisée avec des références de cette activité. Ce que l'on attend de ces séquences réflexives, c'est qu'elles doivent permettre d'ancrer les apprentissages. L'apprenant, qui est bien souvent un professionnel, fait donc l'expérience du travail et transforme cette expérience en compétence. Alors, peut-être quelques illustrations de ce que cela veut dire. Prenons par exemple une situation de soins qui serait de donner des soins à un patient en aplasie ayant une hyperthermie. Ce serait la mise en situation. Et l'objectif professionnel attendu serait que ce professionnel sache agir en cas d'aplasie fébrile. Un autre exemple, issu aussi du monde des soins, eh bien, une mise en situation pourrait être une situation qui consiste à documenter une situation de soins à la personne dans un dossier de soins. Et l'objectif professionnel attendu pourrait être savoir écrire pour être lu. Pardonnez-moi, j'ai pris des situations de soins parce que ce sont celles pour lesquelles j'ai été amenée à former ces derniers temps dans le cadre de la FEST. Regardons maintenant du côté de la réflexivité. La réflexivité avec la situation de travail est un pilier fort du dispositif FEST. Cette réflexivité porte sur l'activité de l'apprenant, sur sa manière de faire, de penser, de décider. Ce n'est pas une réflexion qui se contenterait de rationaliser, de justifier. Concrètement, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, on va demander aux professionnels de dire, eh bien, concrètement, comment il se remémore l'action et de préciser en termes de chronologie, par exemple, on va lui demander, alors, au début de cette action, que fais-tu? Quand tu commences, tu fais quoi? Et ensuite, et quand tu termines par quoi? On va aussi lui demander de préciser en termes d'observation, d'information, certains éléments. Qu'est-ce qui te met sur la piste pour déclencher telle action? Qu'est-ce qui t'amène à proposer plutôt telle action ou telle démarche? Et quand tu as fini, quels indices te permettent de dire que ta tâche est terminée? Bien sûr, on va lui demander aussi de préciser les raisonnements qu'il mobilise. Par exemple,
quand tu penses à, que fais-tu? Ou à ce moment-là, quand tu faisais ça, que faisais-tu réellement? Ou quand tu vois tel élément de la situation, que vois-tu en réalité? Et puis nous terminerons, bien sûr, par un résumé des points essentiels de la situation. Concrètement, que se passe-t-il quand on fait la formation des tuteurs accompagnants? Eh bien, il est nécessaire souvent de les entraîner à réaliser des pratiques réflexives. Parce que dans leur pratique, ils sont plutôt en situation de montrer, d'expliquer, de démontrer, voire de corriger. Regardons maintenant ensemble à quoi peut ressembler un parcours pédagogique d'action de formation en situation de travail. Eh bien, on retrouve au centre de cette image le couplage des deux types de séquences de formation qui sont indissociables et dont nous venons de parler, qui sont la mise en situation et la séquence réflexive. Pour être efficace, un parcours AFEST doit aussi comprendre le positionnement initial. Bien sûr, il convient qu'apprenants et accompagnateurs-tuteurs soient en accord sur la situation d'apprentissage, voire les situations d'apprentissage, que l'objectif professionnel négocié au préalable soit connu des deux parties. Il peut être nécessaire parfois d'intercaler des séquences de formation d'une autre nature, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. Donc, on a besoin de séquences préparatoires ou de séquences complémentaires. On peut aussi être amené à séquencer les mises en situation pour qu'il y ait une logique de progression. Ces éléments d'ajustement sont assez fréquents. Et puis, l'évaluation doit se faire en dehors des séquences réflexives. C'est bien découpé dans ce parcours. Et comme toute formation, et bien sûr, il y a un accompagnement formatif pour donner du sens aux apprentissages. Voilà, j'espère que la présentation de ce parcours est claire pour vous. Cela peut paraître simple, mais la réalité révèle une certaine complexité dans la mise en œuvre d'un parcours à la FEST. Que nous montre la réalisation d'un FEST? Eh bien, tout d'abord, qu'il y a un préalable. Il convient de se rencontrer, que ce soit manager, responsable de formation, formateur, et puis de communiquer sur quelle est la fiche de poste pour cette situation de travail, quelles sont les situations réelles de travail et quels sont les attendus de la formation. Et possiblement, nous pouvons être amenés à former un référent FEST. Qu'est-ce qu'un référent FEST? C'est celui qui a la maîtrise du dispositif de la modalité FEST. On peut être amené aussi à former des référents tuteurs qui vont accompagner les actions de formation en situation de travail. Il est aussi bon de rappeler que la FEST mobilise une ingénierie en amont. Et il convient là de se poser les bonnes questions. Y a-t-il une opportunité réelle à faire de la FEST? Ou est-ce une autre modalité de formation qui doit être retenue? Est-ce que l'on peut faire de la FEST dans le contexte de la situation de travail? Est-ce adapté?
parce que toutes les situations de travail ne se prêtent pas à de la formation en situation de travail. Comme on l'a dit à l'instant, la FEST utilise l'activité de travail comme support de formation et comme levier pour développer des compétences. Il est important de noter là que sur le terrain, il y a une certaine difficulté à distinguer évaluation et réflexivité. C'est un point sur lequel souvent il faut être attentif avec les accompagnateurs tuteurs, puisque la réflexivité est plutôt du côté de l'apprentissage et l'évaluation, même si elle est formatrice, elle est vraiment un temps à part. Alors, à quoi faut-il penser pour mettre en œuvre une AFEST? Et donc là, je vais m'appuyer sur le guide fourni par l'Agenda européen pour la formation des adultes, qui propose vraiment un très beau schéma pour penser la mise en œuvre d'une AFEST. Comme vous le voyez, une AFEST, cela s'organise à différents niveaux. Tout d'abord, le point de départ essentiel pour planifier cette action de formation en situation de travail, c'est d'identifier le besoin en compétences et de le valider. Ce qui ne relève pas toujours d'une évidence, et vous le savez bien. Et donc, à ce moment-là, commanditaires, responsables de formation, acteurs du terrain et formateurs doivent se rencontrer pour poser ce besoin en compétences. Ensuite, ils vont organiser ensemble l'opportunité de la FEST et regarder de près, encore une fois, il est important qu'il y ait une rencontre entre situation de travail, besoin en compétences et opportunité de faire de l'action de formation en situation de travail. Ensuite, on va regarder s'il y a un besoin de formation du référent FEST, qui aura la maîtrise de l'organisation de cette action de formation, ou d'accompagnateurs tuteurs qui réaliseront les formations. Cela s'accompagne bien sûr de communication, de rencontres, d'échanges pour planifier les actions de formation en situation de travail. Et puis, va venir le temps où le formateur externe ou le référent FEST de l'institution va devoir analyser la situation de travail et se demander est-ce qu'on l'utilise ainsi pour faire les mises en situation ou faut-il séquencer ces actions de formation ou faut-il les aménager pour permettre l'apprentissage? Puis commenceront les mises en situation de travail. Et là, l'apprenant, le salarié, fait son travail tel qu'il est prévu, tel qu'il doit le faire. Et sur un temps différent, l'accompagnateur tuteur qui anime ces séances d'action de formation en situation de travail va conduire des séquences d'analyse réflexive que je vous ai présentées rapidement tout à l'heure. Mise en situation et séquences réflexives vont pouvoir se reproduire autant de fois que nécessaire. Puis viendra le temps de l'évaluation des acquis professionnels. Dans ce contexte, il est fortement conseillé que l'apprenant et l'accompagnateur fassent dans un premier temps une évaluation séparée, puis ils échangeront leurs positions réciproques.
tout au long de la mise en œuvre de cet AFEST, il est fortement recommandé à l'accompagnateur tuteur de garder des traces de son activité avec l'apprenant. Voilà un peu rapidement ce que nous pouvons dire sur la présentation de ce qu'est l'AFEST. Peut-être, Marie-Frédérique, y a-t-il quelques questions? J'ai deux questions sur le chat pour toi. Première question, pourrais-tu donner des exemples de situations où l'AFEST n'est pas une modalité possible? Alors, c'est vrai qu'il y a des situations où l'AFEST n'est pas possible. Eh bien, déjà, quand on manque de personnel pour faire le travail, tout simplement. Parce que une des caractéristiques de l'AFEST, c'est qu'elle ralentit la production du travail. Et donc, quand on est en manque de personnel, eh bien, on ne peut pas faire ces actions de formation en situation de travail. Et puis, deuxième point, et on voit bien tous les préalables qu'il faut à la mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail. Donc, si le commanditaire, le formateur et les personnes qui sont en situation de travail ne se sont pas mis en accord, eh bien, la situation risque d'être difficile et rendre impossible l'action de formation en situation de travail, en espérant répondre à cette question. Deuxième question, Nadine. Quelle différence entre l'AFEST et le coaching? Ah oui, ça c'est une question qui revient souvent parce qu'il y a assimilation entre coaching et AFEST. Je dirais que la différence, elle est dans le fait que l'AFEST est vraiment reconnue légalement maintenant comme une action de formation. Avec un dispositif qui lui est propre. Oui, le coaching n'est pas un dispositif de formation, c'est un dispositif d'accompagnement. Me semble-t-il, oui. Tout à fait. Ok, je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Eh bien, ça va être la place au retour d'expérience et nous allons écouter Monsieur Viau, directeur de la formation au CHRU de Nancy, et Madame Ratajac, cadre de pôle pour le service enfants et néonatologie. Donc, pour des raisons d'agenda, nous avons enregistré ce témoignage vendredi et eh bien, je vais leur donner la parole. Monsieur Viau, au printemps 2017, vous nous avez sollicité pour une formation intitulée Raisonnement clinique et continuité des soins. Votre demande était un peu particulière puisqu'elle précisait que cette action de formation devait se dérouler sur site avec des professionnels en situation de travail. Suite aux formations réalisées, que diriez-vous à un manager qui souhaite organiser une action de formation en situation de travail et plus particulièrement en situation de soins? Écoutez, je pense que le premier point, c'est de s'assurer de l'engagement de toute l'équipe, à la fois paramédicale, mais aussi l'équipe médicale. S'assurer de la demande et surtout bien la préciser dans ce qu'on appelle le cahier des clauses techniques et particulières, qui devient un véritable outil de dialogue avec les organismes de formation et potentiellement le prestataire. C'est à travers ça qu'on a d'ailleurs échangé avec vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais qu'il faut bien cerner l'objectif qui est poursuivi et surtout s'assurer que tous les membres de l'équipe en sont informés de la même manière et que l'objectif a bien été pris au préalable auprès de tous
et afin d'obtenir une meilleure dynamique au niveau de la formation en situation de travail. Je pense aussi, ce qui est important et qui convient de souligner, c'est que la place du tuteur dans ce type de formation, et ça sera mon troisième point à mon sens, est un point très important pour assurer les relais avec le formateur ou la formatrice, et donc convenir des modalités de mise en place de cette action de formation. Petit point à souligner, je pense que l'organisme de formation doit s'entourer de formateurs qui soient vraiment enclins à mettre en place ce type d'action de formation, parce que il faut reconnaître qu'il y a une certaine mise en danger du formateur qui est beaucoup plus importante que dans les formations classiques, puisqu'il va falloir réagir directement sur le terrain aux situations rencontrées et aux demandes des professionnels en lien avec l'exercice au quotidien. Merci pour ces précisions. Et finalement, si vous deviez faire une comparaison entre cette modalité de formation et une modalité de formation en présentiel assez classique, quels seraient les éléments que vous mettriez en avant? Alors, on ne va pas se le cacher, hein. Je pense qu'il faut le reconnaître, le coût financier, l'investissement financier est quand même plus important pour ce type de formation, mais c'est légitime et ça va en lien avec ce qui est la définition de la FEST même. Par contre, par rapport à une formation classique, le constat qu'on peut dresser, c'est que le résultat est mesurable à l'issue de la formation, car toute l'équipe a bénéficié ensemble du dispositif et donc a pu entendre en même temps les mêmes indications précises et concrètes en fonction des situations rencontrées. Ça crée aussi une dynamique d'équipe. Cette dynamique d'équipe, il n'y a pas une nécessité d'attendre de former plusieurs membres les uns derrière les autres, mais cette dynamique, elle est partagée immédiatement avec l'ensemble de l'équipe. Et puis, quand je dis équipe, j'inclus en même temps à la fois l'équipe médicale et l'équipe paramédicale, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est aussi, je pense, une valorisation des professionnels à travers cet exercice qui contribue à l'identification et à la mise en œuvre de solutions communes. C'est enfin un ancrage de nouvelles organisations et qui vont pouvoir s'inscrire dans la pérennité parce qu'on est dans des logiques de co-construction de solutions et de résultats. L'intérêt aussi que je mets en balance avec le coût financier, c'est le caractère reproductible de ce type de formation en intra au niveau de l'établissement, surtout lorsqu'on est passé par une logique de tuteur et qu'on a pris un peu le soin après de manager les tuteurs et de les former. Donc, ça permet un relais qui peut se prendre au niveau de l'établissement dans un deuxième temps, avec un partage d'expérience à partir de la reproduction de la méthodologie qui a pu être acquise à travers cet exercice. Donc, l'importance de prendre en compte aussi l'expérience des tuteurs, c'est aussi une valorisation pour une partie de l'équipe qui va être concernée par cet exercice. Oui, j'ai envie de demander à Madame Rataja, vous êtes cadre du pôle pédiatrie, là où se sont déroulées les actions de formation en situation de soins. Donc, vous aviez au démarrage déjà l'intuition que cette formation pouvait être utile. Et donc, que pourriez-vous dire des compétences et de l'initiation de cette formation? Quelle est la compétence majeure que ces professionnels ont pu développer suite à cette intuition de formation en situation de travail? Et effectivement, dans mon parcours professionnel, j'avais pu déjà assister à une formation dite bureau, hein, derrière une table et une chaise dans une salle de formation sur les transmissions. Et en fait, j'avais mesuré que ça n'avait pas porté ses fruits sur le terrain et sur les dossiers de soins. Donc, quand j'ai eu ce service à réorganiser en passant à un nouvel horaire, une nouvelle organisation de travail, je me suis dit, si on demandait à quelqu'un de venir sur le terrain observer nos pratiques, aider les équipes à progresser, c'est-à-dire que les premières fois quand on s'est rencontrés, Madame Hainaut, on ne savait pas trop vers où on allait aller concrètement.
Et on a co-construit, hein, je dirais, ce travail ensemble. Je rejoins ce que vient de dire M. Viau, effectivement, avec notre personne relais, notre puéricultrice qui était tutrice dédiée à cette mission-là, que l'établissement a bien voulu créer comme poste aussi. Hein. Ça, c'est un fait indéniable et qui est super important dans la réalisation et surtout la validation, je dirais, de ce projet et la réussite de ce projet. Voilà. Qu'est-ce qu'on a apporté comme compétence à ces infirmières? Eh bien, moi, j'en verrai deux. Je verrai surtout la compétence rédactionnelle parce que au départ, on avait des dossiers avec des phrases. Donc, on a appris nos infirmières à rédiger et surtout, grâce à la méthode qu'on leur a appris, une grande capacité de synthèse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très contente, à 5 ans, hein, puisque nous sommes maintenant à un délai de plus de 5 ans, nous avons 100% de nos dossiers qui comportent des transmissions méthode MTVED avec cette même capacité de synthèse et rédactionnelle qu'on leur a appris au tout début et qui sont toujours présentes dans le poste. Et aussi, derrière, on a su, grâce à cette personne tutrice, relayer cette expérience avec vous dans d'autres secteurs, mais également sans vous. Et on a pu déployer l'ensemble du pôle enfant néonatologie du CHRU de Nancy. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos secteurs, on est à 100% de transmission fin de poste. Et surtout, l'autre capacité, c'est qu'on a travaillé bien sûr nos écrits, mais grâce à ça, on a aussi travaillé la diminution de la durée des transmissions orales, ce qui a fait également développer un autre esprit, je dirais, pareil, de synthèse, mais ce coup-ci à l'oral, en se disant que de toute façon, c'est écrit, donc je peux diminuer mes transmissions orales. Oui. Merci. Pourriez-vous parler d'autres retombées que vous auriez identifiées tant auprès des patients et leurs familles qu'auprès des professionnels de santé eux-mêmes? Oui, alors pour rester sur les professionnels, c'est une satisfaction. C'est vraiment une retombée. Les professionnels sont très contents. On diminuait leur charge mentale, hein, puisque auparavant, des transmissions qui pouvaient être en chaque poste duraient pratiquement d'1 heure, hein, et on l'a constaté, vous l'aviez constaté vous-même, le fait que maintenant les choses soient écrites sur le papier a pu diminuer cette charge mentale et du coup apporter une grande satisfaction. Et aussi leur satisfaction, c'est qu'elles ont des transmissions complètes. Donc elles quittent leur poste, c'est fini, c'est terminé, tout ce qu'elles devaient écrire, elles l'ont écrit. Mais il y a aussi des retombées au niveau des patients et de leurs familles, puisque nous sommes un hôpital de pédiatrie. Déjà, la première satisfaction pour ces enfants, c'est qu'ils ont un dossier complet et que si on a besoin de revenir pour quelque raison que ce soit pour suivre une précédente hospitalisation, on a recours, on arrive à retrouver les éléments, ce qui est quand même non négligeable, mais également du temps, puisque comme on a diminué le temps de transmission orale, on a pu récupérer du temps et du temps que les soignants peuvent être à proximité des patients, de leur famille. Et donc ça aussi, c'est je dirais, une belle expérience et c'est un beau retour. Merci pour ce retour à 5 ans. Monsieur Viau, en résumé, que retenez-vous de cette expérience de formation en situation de soins? Alors, en résumé, je dirais que c'est un formidable outil d'accompagnement du changement. Et l'expérience qu'on a vécue à travers le service de pédiatrie était très marquant. On était sur l'union de la réunion de plusieurs services, puis des organisations différentes, des temps de travail différents, enfin beaucoup de choses. Donc un véritable outil d'accompagnement du changement qui a pu se faire dans une certaine sérénité. Un formateur, une formatrice adaptable au public, réactive, dotée d'une expérience de terrain. Je pense que ça aussi, c'est quand même un point très important, et qui a accepté de jouer la remise en question et arriver là sans idée préconçue, mais plutôt en train de rechercher d'aider le sergent de la situation présente. Donc, je pense que là, c'est un des points cardinaux de la situation. Sinon, il y a la place importante du tuteur qui facilite la mise en place de ce type d'action de formation et surtout sa pérennité.
Et ça, je pense que c'est très important. C'est la pérennité de l'investissement qu'on met dans la formation qui compte. Et puis, je pense que ça contribue aussi à avoir un rôle sur l'amélioration de la qualité de vie au travail des agents, puisque les choses peuvent évoluer et évoluent, je veux dire, dans le calme. Enfin, moi, je dirais que pour être tout à fait précis, il faut bien savoir ce qu'on veut. Il faut prévoir un ou deux indicateurs de résultats, mais vraiment très peu. Et si possible, des indicateurs mesurables, parce que ça montre à l'ensemble de l'équipe qu'on a pu progresser. Et l'exemple que prenait Madame Ratajak à travers la durée des transmissions était un de nos indicateurs. Et on a bien démontré qu'on a largement réussi, on a largement contribué à diminuer ce temps de transmission par l'esprit de synthèse qui a pu être acquis à cette occasion, et donc le résultat rentre tout à fait dans ce qui avait été envisagé dès le départ. Merci. Madame Ratajak, voulez-vous rajouter quelque chose pour conclure notre échange? Ben, ce que je peux dire, c'est que vu que ça a été une réussite, eh ben, on a co-travaillé avec Monsieur Viau sur d'autres projets. Et je pense que cette expérience ne doit pas en rester là, doit appeler à d'autres expériences. Et à partir du moment, là où j'ajouterais un petit bémol, c'est que des fois, on ne sait pas forcément vers là où on va aller, mais on doit justement avoir cette ouverture et de la co-construire avec l'équipe sur le terrain, avec les partenaires. Et à partir de ce moment-là, je dirais qu'on peut aller plus loin dans les organisations. Et à partir du moment où on travaille aussi avec ce que viennent de nous dire les professionnels de terrain, eh ben, on est à leur écoute et du coup, ils sont aussi, eux, à la note d'écoute et on arrive à travailler ensemble et aller dans cette dynamique. Et donc, je pense que ça, c'est très important. Voilà, merci à vous deux. Merci, Monsieur Viau. Merci, Madame Ratajak, et pour votre témoignage très riche et constructif. Merci pour cet échange également. Merci à vous, Madame, de nous avoir donné la parole. Merci. Eh bien, nous nous retrouvons et notre voyage en montgolfière va bientôt se terminer. Alors, peut-être en guise de conclusion ou d'ouverture, comme vous le souhaitez. J'ai deux questions, Nadine, si tu veux. On les prend maintenant ou on fait la conclusion? Dis-moi. Allez, je fais une rapide conclusion. OK. Si tu veux bien. Eh bien, 3 impératifs à conjuguer pour choisir cette modalité de formation en situation de travail. D'abord, identifier le besoin en compétences validé par toutes les parties prenantes. Ensuite, eh bien, comme on l'a vu dans le témoignage, un alignement des acteurs décisionnaires, parce qu'il y a à organiser la formation, mais il y a aussi son financement et éventuellement la création de postes ou l'organisation de missions pour les accompagnateurs tuteurs. Et enfin, une conversion du regard sur le lien travail-formation, et je dirais bien sur le lien formation-travail. 3 conditions de réussite aussi pour l'action de formation en situation de travail. Il s'agit d'abord de faire une bonne analyse de la situation de travail pour construire le parcours pédagogique. Et là, je dirais que c'est une étape à soigner, à ne pas négliger. Et puis, un changement de posture pour le formateur, ça renverse vraiment la posture du formateur. Il doit sortir de sa zone de confort. Et comme dirait Gaston Pinault, dans une expression qu'il reprend souvent, eh bien, ça met cul par-dessus tête. Et puis, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, eh bien, il faut une distinction claire entre mise en situation, analyse réflexive et évaluation. Et puis, vous pourrez trouver aussi des éléments bibliographiques à la suite de cette présentation. Alors, les questions. Alors, première question. Est-ce que la formation se fait sur une base volontaire du soignant? Avec une deuxième question, c'est que faire si personne ne s'inscrit à la formation? Alors, je ne sais pas si on parle du client final, on va dire le soignant formé, ou si on parle du tuteur.
peux répondre aux deux questions peut-être? On peut peut-être répondre aux deux. Ouais. Et bien sûr, l'apprenant, il faut qu'il soit volontaire. Il sera volontaire puisqu'il aura négocié au préalable avec son encadrement des objectifs d'amélioration de compétences professionnelles. Cette négociation, elle est importante. Il en est de même. La personne qui sera désignée tuteur accompagnateur, eh bien, il est fortement souhaitable qu'elle soit d'accord et qu'elle ait accepté quelque part cette mission. Oui, bien sûr. Et donc, quand on fait ce genre de formation en situation de travail, je dirais, on a de fait des inscrits, puisqu'il y a eu des négociations, des échanges au préalable. Alors, seconde question inhérente au tuteur, quels sont les critères de choix du tuteur? Alors, dans les critères de choix, d'abord son engagement, son accord, et puis il y a, je dirais presque deux facettes. Tout d'abord, qu'ils connaissent bien le travail qui est réalisé dans le service où il va être accompagnateur, tuteur, et puis qu'il ait de l'appétence à la rencontre et à former, qu'il ait le goût de transmettre, qu'il ait la capacité à entrer en relation avec l'autre. Y a-t-il obligation de valider au préalable le tuteur? Je pense que si la question est de valider le tuteur avant la mise en place d'actions de formation, je dirais oui. Ce n'est pas le jour où on démarre la formation en situation de travail qu'il faut se poser la question. Vous voyez, ça fait partie des préalables. Il peut y avoir de la FEST en formation initiale. Et comment ça se concrétiserait? Alors, je vais peut-être pas trop répondre à cette question parce que d'abord, ce n'est pas mon champ d'expertise et puis que tous les écrits qu'on voit autour de la FEST sont plutôt pour des personnes en situation de travail, vraiment, ou qui vont rentrer en situation de travail. Mais on est plus du côté du travail que de la formation initiale. Très bien. Et j'ai une dernière question, c'est pourquoi dire que cela change la posture du formateur? Cela fait des années, notamment depuis le référentiel infirmier de 2009, que l'on fonctionne de cette façon avec des situations emblématiques et des pratiques réflexives. Donc, situations emblématiques et pratiques réflexives sont la base de la formation. Je suis tout à fait d'accord avec ce témoignage. La différence est que là, on a une situation réelle de travail. Et donc, je dirais, c'est la réalité du travail qui fait son entrée en formation. Et donc, le fait qu'on soit sur des situations réelles modifie les choses. Et puis, depuis longtemps, je suis assez convaincue qu'il y a les apprentissages que l'on fait quand on apprend un métier. C'est le cas en formation initiale. Et puis, il y a tous les autres apprentissages que l'on fait quand on exerce le métier. Et là, il s'agit, je dirais, d'autres compétences à acquérir. OK. Et une autre question, la FEST est-elle obligatoirement individualisée? Oui, il s'agit d'objectifs individuels, d'objectifs professionnels individuels, ce qui n'exclut pas que la formation peut se faire avec un petit groupe, un îlot de soignants. Eh bien, je crois que c'était la dernière question, à moins qu'il y ait une en retard. En attendant, est-ce que tu peux nous parler des formations que tu proposes? Oui, alors d'abord, merci pour ces questions parce qu'elles viennent aussi, elles viennent nourrir un questionnement permanent que j'ai autour des actions de situation en formation de travail pour lesquelles, dans le milieu de la santé ou dans le milieu médico-social, on a peu de recul.
Et donc, nous proposons différentes actions de formation, dont une sur le raisonnement clinique et la continuité des soins, et là, vous venez d'entendre le témoignage de 2 personnes qui l'ont expérimenté avec nous. Donc, il s'agit vraiment d'organiser cette formation, mais vraiment du sur-mesure, je dirais. Il y a bien sûr la formation pour devenir référent de formation en situation de travail, hein, c'est-à-dire être en capacité de piloter les actions de formation au niveau d'un établissement, d'une institution. Et puis, il y a la nécessité de former aussi des tuteurs accompagnateurs à FEST. Et là, je vois quand même une différence avec les tuteurs que nous formons dans les services et qui accompagnent les étudiants. Je crois que la posture n'est pas la même si on parle toujours de réflexivité. Et puis, nous avons, avec les collègues formateurs URIEPS, penser aussi d'autres formations dans des situations de travail qui sont toujours assez délicates et où on voit les limites de la formation en présentiel ou en FOAD, parce que la notion d'ambiance de travail, de contexte de travail sont assez prégnantes. Et donc, je pense par exemple à des formations autour des notions d'hygiène, la distribution des médicaments. Enfin, on a comme ça dans les soins certaines situations qui sont toujours un petit peu critiques ou tendues, qui pourraient peut-être, enfin, on pourrait peut-être y répondre par des actions de formation en situation de travail, voire des actions de formation multimodulaire avec du présentiel, du distanciel et de la formation en situation de travail. Je crois que là, on est sur des projets qui doivent se discuter au cas par cas. Merci Nadine. Eh ben, on a atteint le terme qui nous était imparti puisqu'il est 13h57. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Donc, eh bien, je dis au revoir à tout le monde et puis à bientôt pour un webinaire encore et toujours. Bonne journée, Eh bien, au revoir. au revoir et merci à vous tous.